Bonjour, nous sommes le vendredi 22 février 2025. Vous écoutez le podcast des éditions aux Forges de Vulcain. Je suis David Melmans, éditeur aux éditions aux Forges de Vulcain, et je reçois aujourd'hui Rodolphe Cassot. Bonjour. Bonjour Rodolphe, et nous sommes accompagnés dans l'enregistrement de cette première émission de l'année par Pauline Garcia et Alejandro. Ah, là, c'est là. Non, non, continuons à enregistrer, comme ça les gens sauront quel monstre je suis, qui au bout de 3 ans est capable d'écorcher le nom de son collaborateur au quotidien. Donc, Alejandro Nieto Ferrer, ou Ferrer Nieto. Alejandro Ferrer Nieto. Voilà. Alors, Pauline et Alejandro ne parleront pas parce qu'on n'a que 2 micros suite à une réduction budgétaire. mais voilà. C'est une autre manière de faire de la politique, de dire c'est une réduction budgétaire. Voilà. Mais si on rejoint Rodolphe aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours, le vendredi 7 mars 2025, son nouveau roman, Sortir du rang, sort. C'est ton 4e roman. Oui. Tu nous rappelles quels étaient tes premiers romans? Alors, Paris, ou Paris Z, on ne s'est toujours pas décidé comment le prononcer. 2016, édition Critique. Nécropolitain, 2019, toujours chez Critique. Et puis, juin 2023, Le dernier jour du tourbillon, ici même, aux Forges. Et donc, tu l'as dit, Sortir du rang bientôt, en mars. Ouais. Toujours ici, aux Forges. Alors, Sortir du rang. Alors, dans ces podcasts, on évite de faire de la promotion pure. Voilà. Et puis aussi parce que je pense que souvent, quand un roman est très bon, c'est pas la peine de créer un discours qui se substitue à ce roman. Et puis, c'est difficile de résumer parfois un roman. Alors, ton roman, on va quand même dire de quoi il parle. C'est l'histoire d'une jeune femme. Est-ce que c'est ça? C'est une jeune femme Oui. qui travaille pour une multinationale, Voilà. qui tombe sur de manière assez classique sur quelque chose sur lequel elle n'aurait pas dû tomber, et qui en fait, sans trop se rendre compte, devient une lanceuse d'alerte en fait, récupère les documents compromettants pour son entreprise, et en fait elle est très très vite repérée parce qu'elle est un peu maladroite, et elle se rend pas compte en fait que l'entreprise pour laquelle elle travaille est extrêmement armée dans tous les sens du terme, et donc il lui donne la chasse. Et elle se retrouve en fait comme elle est d'origine espagnole, elle décide de disparaître de la circulation et de gagner l'Espagne, pour essayer où elle pense qu'elle aura plus d'appui et peut-être plus de chances de disparaître, ou en tout cas peut-être de faire passer le message qu'elle veut faire passer. Dans l'intervalle, sa corporation lui a collé des sicaires aux trousses, hein, des hommes de main qui la prennent en chasse qui essaient de la retrouver, qui savent pas trop où elle est, mais ils essaient de la retrouver, et comme ils ont des moyens un peu technologiques et de renseignement, petit à petit, ils commencent un peu à la tracer. Et elle va essayer de traverser les Pyrénées à pied pour gagner l'Espagne, pour disparaître, un peu comme une ombre. Et elle va tomber sur un autre personnage très bizarre, très étrange, qui est un ermite qui vit dans un bunker au milieu de ruines d'une ancienne colonie minière du siècle dernier, qui est abandonnée et qui a décidé de se couper totalement du monde, et qui essaye de gérer sa folie seul avec son chien. Voilà. Et c'est un survivaliste en fait. Et donc, au milieu de la montagne, ils vont faire donc cette rencontre. Et c'est peut-être pas mal quand on cherche à se cacher de tomber sur un survivaliste qui vit au milieu de nulle part. Voilà. Ah, ça aurait pu s'appeler La lanceuse d'alerte et le survivaliste. Ouais, mais on n'était pas sur un créneau romance. Oui, c'est ça. Très peu de sexe dans cette histoire, Très peu de désolé. sexe. En fait, au Forge, on a un quota de non-sexe. Ouais, je sais que Voilà. tu n'aimes pas trop ça. C'est ça. C'est pas que t'aimes pas le sexe, c'est que t'aimes Non. pas les scènes de sexe en littérature. On a encore quelques minutes Ouais. de podcast, donc si le podcast commence comme ça va Bah écoute, Non, alors j'ai allons-y. décidé de parler d'un truc un peu plus sexy. Comme d'habitude, Oui. on fait parler notre invité d'autre chose que de son roman, mais on s'appuie un peu sur le roman. Et je donne pas les questions à l'avance. Et voilà, tu parlais de la défense. Or, tu es journaliste et tu travailles ces jours-ci sur l'urbanisme. Tout à fait. Qu'est-ce que ton expérience de l'urbanisme t'a appris sur la défense? Sur la défense, La alors, défense. j'ai un exemple très récent.
Ah bon? Oui. Ah non, Alors là, je pensais vraiment te faire non, chuter sur non, cette question, pas du mais tout. Au non, voilà. contraire, là, j'ai plein de trucs à dire. Que la défense, déjà, à titre personnel, pour moi, ces endroits sont devenus totalement anachroniques. Mm. Ces grandes dalles de tours qui sont des symboles de puissance. Bon, là, c'est vraiment personnel, mais je trouve que ça rime pas à grand-chose aujourd'hui. Ah, mais cela dit, je sais pas si tu as vu, mais dans le journal Le Monde la semaine dernière, il y avait un article qui disait que la défense, c'est mort, quoi. Bah C'est-à-dire oui, le taux mais d'occupation alors, s'effondre. oui, le problème, c'est qu'en plus de ça, en France, et surtout en Île-de-France, tu as un problème de vacances de bureau dont le taux est supérieur à 10%. T'as Mm. vu, hein? J'ai travaillé Mm. avant de venir. Donc en fait, effectivement, l'immobilier de bureau est en train de s'effondrer, si bien qu'on essaie de transformer ça en logement. Il y a une loi qui est en train d'essayer de passer pour qu'on puisse plus facilement faire des logements avec des immobiliers de bureau. Donc ça pour dire qu'effectivement, le modèle de la défense est un peu en péril, que c'est un endroit, bon, voilà, qui pour moi, je trouve que c'est un peu anachronique. Ça reste un peu médiéval, d'ériger une tour pour montrer sa puissance, tu vois. Mm. Ça, c'est l'aspect personnel. Aspect professionnel, je suis allé récemment à la Défense avec une partenaire qui nous a fait découvrir une cantine solidaire, où j'ai rencontré la directrice de cette cantine solidaire qui m'expliquait qu'en fait, il y a des centaines de personnes qui vivent dans les sous-sols de la Défense, des SDF, en fait, c'est un endroit où beaucoup de SDF, comme à l'époque des Halles, à la Mm. grande époque des Halles, viennent se réfugier parce qu'il y a plein d'endroits où se planquer, où mettre ses affaires, etc. Et du coup, qu'il y a un tissu de solidarité qui existe et qui s'est constitué ces dernières années, qu'en plus contraste énormément avec la richesse et la puissance démonstrative de la Défense. Donc c'est un endroit qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ce que j'imaginais au départ. Voilà. Ah, mais alors, attends, il y a une question que je veux aborder depuis 25 ans et que je n'ai jamais eu l'occasion d'aborder publiquement. Allons-y, je Quand, suis prêt. quand j'étais étudiant, je faisais de l'accueil de jour pour SDF dans une association. Et c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a fait ça, on est gêné par la représentation dans la conversation collective de la question SDF. Mhm. En fait, la question SDF, elle est souvent traitée sous l'angle de l'identification. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu bien intégré dans la société, dès qu'il fait froid, j'ai froid. Et donc, je ne m'intéresse qu'au SDF que quand il fait très froid. Donc, il va y avoir 1 ou 2 jours dans l'année où on va parler vraiment des SDF. Bah, quand il y en a qui Et meurent, quoi. quand il y en a... En Non, de non, non, froid. non. Non, justement, parce que le moment où le plus grand nombre de SDF meurent, c'est généralement pendant le mois d'octobre, pas le mois le plus froid. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'été, les associations qui reposent beaucoup sur des bénévoles vont fermer de manière temporaire, parce que beaucoup de bénévoles sont en vacances. Hmm. Beaucoup de SDF se trouvent sans solution de logement ou d'accompagnement, sont un peu affaiblis à la dérive, leur corps est abîmé. Et en fait, c'est quand il y a une toute petite baisse de température en octobre que la baisse de température peut être mortelle pour eux. Et c'est vraiment en Ah oui, octobre. d'accord. Voilà. Alors, si ça intéresse nos auditeurisses, il y a un collectif qui existe depuis 40 ans, je pense, maintenant, qui s'appelle Les Morts de la rue, qui permet aux disparus de la rue d'avoir des enterrements en bonne et due forme. Voilà, mais non, c'est le mois d'octobre. Alors que le mois où on va en parler, c'est généralement le mois de février ou le mois de janvier, le moment des grands froids à Ouais, Paris. ouais. Et alors, j'en viens à ma question. Vas-y. Est-ce que la question du SDF, c'est une question d'urbanisme? Est-ce que toi, c'est une question auquel, dans le journal auquel tu contribues, c'est une question que vous abordez, la question de... Moi, je l'ai jamais abordé directement dans un article. En revanche, c'est un sujet qui a déjà été traité probablement par la revue pour laquelle je travaille, donc qui s'appelle la revue Urbanisme, qui a quand même plus de 90 ans. Oui. Donc je pense que cette Mhm. question a été, j'en suis pratiquement certain même. Mais oui, pour moi, c'est un sujet. De toute façon, il y a tout un pan dans l'urbanisme qui concerne la santé et la solidarité, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le CARE, Mhm. C-A-R-E, voilà, chez les anglo-saxons, qui est, comment dire, qui est une brique du discours de l'urbanisme aujourd'hui. Voilà, ça va il faudrait remettre des bancs pour les personnes âgées, pour leur parcours dans la ville. C'est-à-dire que quand la personne qui a du mal à se déplacer descend en bas pour aller chez l'épicier, au supermarché, chez le médecin, bah, c'est bien de pouvoir avoir des endroits où ces personnes-là peuvent s'asseoir. Ça, c'est la notion de care, tu vois. Mhm. C'est ça. Ou alors, c'est ce qu'on appelle les personnes qui sont aidantes, les personnes qui sont
Par exemple, souvent, bah, c'est encore des femmes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées et aussi qui sont infirmières. Donc toutes ces personnes forment un écosystème sur lequel il faut prévoir des aménagements publics, urbains. Enfin voilà, il y a tout un discours. Et donc je pense que le discours du SDF est aussi, même si il est un peu à la marge quand même de ce discours, je pense il est enfin, il fait, pour moi, c'est un sujet urbanistique évident, mais qui est peut-être effectivement toujours un peu sous-traité. Ouais, c'est possible que ce soit pas. Moi, j'ai déjà assisté à des tables rondes ou à des ateliers où il y avait quand même des associations ou même des startups qui permettaient à des SDF d'avoir, parce que maintenant les SDF sont quand même un peu équipés en smartphone pour la Mm, plupart, c'est un peu leur couteau suisse, hein, mm, d'autant plus que eux, ça peut être une question de survie. Il y a des startups, il y a des associations qui créent des applications où ils vont pouvoir tout de suite avoir des informations sur à quelle heure et à quel endroit il y a une soupe populaire, mm, à quel endroit il y a peut-être de la place d'hébergement, mm, voilà, avec qui ils peuvent communiquer entre eux pour mm, se donner des tuyaux. Donc oui, c'est quand même... et tout ça, voilà, moi j'ai appris ces choses-là dans le cadre de mon métier, mm. de mon travail actuel dans l'urbanisme. Donc oui, les questions de SDF sont peut-être encore un peu à la marge, mais sont quand même intégrées dans cette grande notion de care et de solidarité et de santé aussi. Donc ouais, on peut dire ça. Ah ouais, mais c'est vrai que moi, je me souviens que ce qui m'avait frappé, c'est que sur la question du téléphone, par exemple, c'est que les bénévoles étaient souvent des personnes âgées qui percevaient le téléphone portable comme une forme de luxe. Et donc, ils étaient, certains, choqués que les SDF aient des téléphones Hmm. portables. Sauf qu'en fait, moi, j'avais été étonné, c'était une des premières populations que j'ai vues qui a été massivement équipée de téléphones portables pour une raison très simple, c'est que dans les années 2000, la quasi-totalité des services auxquels ils avaient droit se sont déportés sur le téléphone. Donc, par Hmm. exemple, si tu voulais conserver le RMI, qui est Ouais, un des voilà, ancêtres du RSA, faut te connecter sur le web. Et comme c'est ils n'ont ça. pas d'ordinateur avec une tour et Voilà, un c'est écran ça. géant, bah, ils sont bien obligés d'avoir un Mais truc dans la c'était poche, quoi. très révélateur parce que, en fait, ça rejoint la question du logement ou de l'absence de logement. C'est qu'on voyait que les gens pensent les SDF uniquement en s'identifiant à eux, mais cette identification se fait sous un mauvais angle. C'est-à-dire, ils se disaient, moi, je perçois le téléphone portable comme un truc de luxe, donc je ne comprends pas que quelqu'un de plus nécessiteux que moi puisse avoir un objet de luxe que je me suis refusé pour une raison X ou Y. Le logement, c'est un peu la même chose. J'y pensais parce que, en fait, la dernière année où j'ai pu participer à ça avant finalement que l'édition prenne toute ma vie, on avait eu une conférence de consensus sur la question SDF en Europe. Et il y a certains pays qui ont basculé sur des systèmes de logement gratuits, intégralement gratuits. Et en fait, pendant 3 jours, les Français disaient c'est pas possible en France, le logement gratuit. Et le dernier jour, je crois que c'était un Écossais qui avait dit, mais c'était pas la peine de nous faire traverser l'Europe pour nous dire que la solution qui est évidente et qu'on adopte tous les uns après les autres n'est pas possible. Hmm. Parce que je pense que, et c'est aussi un des mauvais effets de l'identification, c'est que la plupart des gens payent un loyer ou payent les traites d'un achat immobilier, et ce n'est pas possible pour eux de se dire qu'il y a des gens qui puissent avoir accès au logement gratuitement. Voilà. Mais sauf que, par exemple, les Écossais nous disaient un truc très simple, parce que après 3-4 jours de discussion, ils commençaient à cerner les problèmes français. Ils disaient en fait que nous, on allait accepter que les SDF soient dans la rue, mais en fait, ils allaient développer des pathologies. Donc en fait, ils allaient en moyenne faire 22 journées d'hôpital par an en France, qui coûtaient à l'époque autour de 22 000 euros. Et ça aurait été moins cher de leur fournir Ouais, un c'est ça, logement bah ouais, gratuitement, voilà, quoi. exactement. Mais voilà. Alors, dans ton œuvre, je me rends compte que dans tes 4 romans, un point commun, c'est ces personnages de marginaux. T'as ça dans tous tes romans. Oui. Oui, Ouais, oui, ouais. effectivement. Bah, d'ailleurs, le premier Le roman, survivaliste, Paris, ouais, enfin, mon premier roman, c'est des SDF, les ouais, héros, hein, voilà, qui sont des SDF qui se planquent dans le métro pendant l'apocalypse zombie, pas être trop parisien. Mais au-delà de ça, oui, je pense qu'effectivement, alors, il y a pas que il y a des marginaux, oui. Il y a Hmm. il y a Ah, mais c'est pas les seuls personnages, hein, Non, 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 c'est pas ce non, que je mais dis, hein. il y a des gens, il y a toujours des cinglés dans mes bouquins. Oui, 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 Mais c'est c'est vrai. des cinglés, souvent, c'est démunis, c'est-à-dire que c'est pas des cinglés fortunés pour la plupart.
Non, non. Mais après, c'est pas forcément. Tu vois, dans le dernier jour du tourbillon, tu sens que c'est des gens qui sont pas trop argentés, quoi, Hmm. qui sont pas non plus. Non, c'est pas des SDF à proprement Voilà, parler. c'est des piliers de comptoir. Tu sais pas s'ils travaillent. Enfin, certains travaillent, tu t'en doutes, certains peut-être pas. Voilà. Mais leur condition sociale, elle est euh, pas forcément liée à un manque d'argent. Hmm. C'est plutôt lié à, comment dire, une désocialisation pour chacun ses raisons, voilà, Hmm. et qui fait que ils mutualisent ça dans un seul lieu où ils ont leurs habitudes et ils ont leur vie sociale, le bar en l'occurrence, le tourbillon. Mais c'est pas forcément lié, oui, pas forcément lié à une question de riche ou pauvre, effectivement. Il n'y a pas trop cette notion-là, en tout cas dans ce bouquin-là. Dans mes bouquins, non. Je cherche, ouais, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Donc si tu y as un peu réfléchi en Hmm. général, c'est que c'est pas un thème. Je sais pas, hein, parce que souvent les écrivains ne savent pas ce qu'ils écrivent eux-mêmes. C'est possible, ouais. Voilà. Dit C'est comme ça. possible. Alors c'est là où je me dis, j'espère que personne ne prendra cette phrase de 7 secondes Ouais. et l'isolera. Voilà. C'était... David Molmans, éditeur. Les écrivains ne savent pas ce qu'ils écrivent eux-mêmes. voilà. Merci. Voilà. Mais ce qui me frappe, c'est que maintenant tu es journaliste qui travaille sur l'urbanisme. Avant, au moment où tu as écrit tes 2 premiers romans, tu travaillais pas du tout dans le journalisme de l'urbanisme. Mm. Et pourtant, on peut relire tes 2 premiers romans comme une préfiguration de quelque chose que tu vas découvrir Ouais, professionnellement après. c'est marrant. Parce C'est que... frappant, Oui, oui. j'ai avancé. Oui, 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 oui. Ça vient d'où Parce que avant, tu étais où en termes Avant, je travaillais pour un magazine de cinéma Ouais. qui s'appelait Écran Total. C'est de la Mm. presse, enfin, c'est à l'adresse des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà. Et effectivement, c'est à cette période que j'ai écrit mes 2 premiers romans, Paris et Nécropolitain, qui sont effectivement hyper urbains. Pour moi, le, la motivation de départ, c'était d'écrire des textes post-apocalyptiques dans Paris, qui est la Mhm. ville où je suis né et où j'ai toujours vécu, même si aujourd'hui je suis banlieusard, mais bon, on va dire que je suis un grand Parisien. Euh, et effectivement, je me suis attaché beaucoup à sélectionner des quartiers de Paris pour des raisons personnelles et aussi narratives, à les décrire de la manière que j'avais envie de les décrire, à imaginer des parcours urbains, des sortes de... Nécropolitain est très comme ça, il est construit comme une sorte de road movie urbain où on passe du métro aérien au canal, Saint-Martin, canal de Lourdes, À Montmartre. la petite ceinture, Mm. Montmartre, les buttes de Chaumont, voilà, c'est Mm. tout un parcours qui va amener le héros jusqu'à l'île de la Cité, qui est Mm. le cœur historique de la ville. Donc voilà, j'avais vraiment réfléchi en termes urbanistiques à un parcours, à présenter des différents lieux, des différents bâtiments, aborder un peu l'architecture sans prétention non plus, mais parce que c'est des choses qui me fascinent. Et effectivement, quand je suis arrivé dans la revue Urbanisme, c'était un peu mon bagage, c'était un peu Mm. une manière aussi de dire, bah, je m'intéresse vraiment, c'était un peu ma caution, je m'intéresse vraiment aux questions urbanistiques en tant qu'urbain moi-même, en tant que Mm. pratiquant de l'urbanité, mais aussi en tant qu'auteur, parce que j'estime que mes 2 premiers romans, et même le troisième, Le Mm. Tourbillon, Ah oui, sont des le romans... tourbillon, c'est à la fois une grande comédie avec unité de lieu, unité d'action, unité de temps, ça se passe sur un peu moins de 24 heures, ouais. et c'est une sorte de traité pratique sur la gentrification, qui est quand même Ouais, un sans... concept d'urbanisme. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tout en restant Oui, oui, une oui. comédie, une sorte de Effectivement. vaudeville. Ouais, ouais. C'est- C'est la toile de fond, effectivement, euh, où le et la tourbillon est... gentrification est un concept Ah, d'urbanisme, en fait. totalement. Bah, la Ouais. gentrification, effectivement. Moi, c'est d'ailleurs, c'est par le terme, c'est par le concept de gentrification que j'ai commencé à m'intéresser à l'urbanisme, en fait, sans m'en rendre Mm. compte, et que j'ai commencé à écrire aussi mes 2 premiers romans. Mm. C'est au moment où moi, j'habitais rue du Faubourg-Saint-Denis, au début des années 2000, à une époque où c'était encore un endroit, ça l'est toujours, mais ça l'était vraiment énormément, très très cosmopolite, avec beaucoup d'Indiens, de Sri Lankais,
des Asiatiques, des musulmans, des Turcs. Voilà, vraiment, la rue du Faubourg-Saint-Denis, la portion entre les grands boulevards et la gare de l'Est, c'était incroyablement haut en couleur et j'adorais cet endroit et je vivais là avec des potes, on était en coloc, donc on a passé des années assez géniales ensemble. Et on a vu sous nos yeux le quartier se gentrifier. C'est au moment où le canal Saint-Martin, qui était à côté, est devenu hype. C'est au moment où des nouveaux bars comme chez Jeannette ont commencé à ouvrir, à attirer de nouvelles populations. On a vu des gens dans l'immeuble vendre leurs appartements de plus en plus chers. D'ailleurs, on a fini nous-mêmes par être délogés, en bon jeune qu'on était. Allez, voilà, moi, au début, je rencontrais des comédiens, des musiciens, des écrivains dans mon immeuble, et puis à la fin, il n'y avait plus que des cas de sup qui venaient de s'installer, qui avaient acheté 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Et toute cette notion-là m'a beaucoup... alors, je sais pas, est-ce que j'étais naïf à l'époque, un peu jeune, voilà, j'avais une vingtaine d'années, mais ça m'a beaucoup heurté, ça m'a fait beaucoup de peine, en fait, de voir un quartier comme ça se transformer, euh, devenir un truc un peu chiant et sérieux, alors qu'avant, c'était un peu fou et funky, quoi. Mhm. Et, euh, et c'est ce que j'explique dans le tourbillon à un moment, voilà, sur le passage où il y a des musiciens qui débarquent dans le bar pour faire un concert. Euh, c'est de voir comme les choses changent, quoi. Comme les choses changent souvent par les puissances de l'argent, hein, sans Mhm. vouloir jouer aux communistes de base, c'est une réalité, quoi. Et de voir la ville où je suis né se modifier, même là où j'ai grandi, qui était quand même pas un endroit hyper funky et hyper riche, qui est les abords de la porte de Saint-Ouen, bah, ça s'est embourgeoisé, ça s'est enjolivé. Donc, d'un côté, tant mieux. D'un autre côté, en fait, tout ça est tellement lié à une pression immobilière et à une notion d'argent qui est tellement, comment dire, euh, inéquitable, Mhm. avec des gaps vraiment trop importants. Tout ça m'a vraiment m'a blessé, en Mhm. fait. Euh, je me rendais compte que l'endroit où je vivais ne m'appartenait pas. Bon, de toute façon, voilà, je dis pas que ça. J'étais locataire avec mes potes en coloc, mais il y a une notion où on se sent de moins en moins désiré dans un endroit Mhm. qu'on a adoré, et on se sent un peu poussé quoi vers la sortie. Et tout ça m'a mis en colère. Ça va un peu mieux maintenant, mais c'était un des moteurs. Voilà, pour moi, c'est l'urbanisme, la notion, ces notions-là ont commencé à m'intéresser à ce moment-là. Mhm. Donc c'est passé par une notion assez capitalistique et sociale de l'aspect des choses. Et c'est cette colère que j'ai un peu injectée dans mon premier roman, dans Paris, où en fait les deux moteurs principaux pour moi pour écrire cette histoire, c'était et d'un de parler de Paris, de décrire Paris comme je l'ai dit tout à l'heure, et de deux, de détruire Paris parce que je commençais à détester cette ville pour ce qu'elle était en train de me faire. C'est peut-être un peu puéril, mais c'est vraiment ce que je ressentais au fond de moi-même. C'est un peu comme si je me sentais abandonné par une espèce d'entité, comment dire, ouais, une espèce d'entité euh, maternelle presque, quelque chose Mhm. dans lequel tu vois, c'est le placenta dans lequel tu évolues, ou dans lequel tu as toujours baigné, et un jour tu te rends compte que tu vas devoir quitter ce placenta. Mhm. Parce que, peut-être parce que tu es grand et qu'il est temps de Mhm. sortir, ou tout simplement parce que tu te fais expulser, quoi. Donc voilà, et donc Paris, je rase quand même les Champs-Élysées et l'Assemblée nationale, hein, Mhm. à coup de napalm, hein, dans ce livre. C'est une expression symbolique de ma colère de l'époque. Voilà. Mhm. Donc j'ai commencé l'urbanisme avec du napalm. Oui, oui, David. Urbanisé avec le napalm. Ça fera Voilà, un c'est beau ça. titre d'essai. Oui, oui, oui. Voilà. Mais, D'ailleurs, non, un des titres de travail que j'avais, c'était Paname au napalm. Je trouvais ça Paname assez au joli. napalm. Ça faisait un peu trop série B pour mon éditeur à l'époque, je Ouais, c'est ça. On imagine une couverture avec beaucoup trop de couleurs vives. crois. C'est ça. C'est ça. Trop de flammes, trop de feu. Ah oui, c'est une forme de grand remplacement des classes moyennes par les super riches, quoi. C'est Pas, ça. pas par les super riches, mais c'était, oui, enfin, Par les nantis, voilà. Ou par la bah, bourgeoisie, tout simplement. oui, enfin voilà, c'était l'embourgeoisement des quartiers Ouais, populaires, voilà, tout simplement ouais. pour résumer, quoi. Et, euh, et par contre, dans Sortir du rang, on va avoir deux environnements différents. On va avoir la ville, qu'on voit pas simplement par la défense, mais aussi par les appartements et les lieux
que fréquentent oui. voilà, Ouais, les personnages oui, principaux. Et sinon, il y a les Pyrénées, oui. le maquis des Pyrénées. Et d'une certaine façon, c'est plus qui se fait chasser là, c'est en fait il y a, dans ce maquis qui est un maquis qui est un haut lieu de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi d'une certaine façon cette impression que les nazis ne sont jamais partis, ils reviennent sous la forme des super riches. Donc tu Alors, continues sur... je te trouve... Il y a des gens qui sont pauvrophobes, je te trouve un peu richophobe, toi. non, C'est... non, non, c'est pas ça. C'est que bon, on s'était dit une fois que non, c'est plutôt que la menace existentielle de l'humanité. Alors effectivement, tu le dis très bien. Le lieu où mon survivaliste, cette cité minière désaffectée, cette mine de fer de la Pinoza qui existe, hein, qui est un site qui existe. euh, Cet endroit est effectivement le lieu où s'est réfugié un maquis, le maquis Henri Barbus, pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, pendant plusieurs mois en 1944. Donc et le village, la commune de Valmagna où se trouve la mine, est aussi un haut lieu de résistance des Pyrénées-Orientales. Donc effectivement, la menace à l'époque, c'était donc l'Allemagne nazie et l'occupation. C'était une menace existentielle pour la France et pour l'Europe, et pour beaucoup de populations comme les Juifs, les Tziganes et tous ceux qui se sont fait emmener dans les camps. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les menaces existentielles humaines, hein, parce qu'il y a les menaces, enfin, évidemment les dérèglements climatiques et les menaces écologiques qui nous guettent, qui sont effectivement du fait de l'humain, hein, on l'a prouvé, mais à travers ça, c'est pas une question d'anti-riche du tout, c'est plutôt l'irresponsabilité des grandes entreprises, des multinationales, qui, par des comportements trop avides et trop dérégulés, se retrouvent à devenir des menaces existentielles pour l'humanité, quoi. Voilà, je crois que ça paraît un peu romantique de dire ça comme ça, mais je crois que si on regarde bien, c'est quand même une partie de la réalité. Euh, Il y a il y a des entreprises qui, par appât du gain, et c'est leur nature, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut quand même réguler les choses, il ne faut pas tout déréguler, comme ça s'est fait beaucoup quand même ces dernières décennies. Euh, il y a des questions sanitaires, il y a des questions humanitaires, il y a des choses, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au nom du profit, sinon je pense que le risque est tout simplement de devenir une menace existentielle pour l'humanité, oui. Hmm. C'est ça la logique qui préside un peu la manière dont je décris cette corporation qui s'appelle Sierra Vista dans mon livre. Voilà, c'est pas une question de faire la guerre aux super riches ou aux super profits. Le problème, tout ça n'est que la conséquence. Hmm. Mais les causes sont plus dans. Enfin, le problème, c'est que moi, si les gens s'enrichissent, tant mieux pour eux, je m'en fous. C'est plutôt que si un enrichissement se fait au prix de millions de vies humaines, ça pose un peu de problème quand même. Voilà. Attends, je pensais à quelque chose parce que toi, tu commences à être un peu notre expert en urbanisme. L'urbanisme, est-ce que c'est un secteur d'activité qui est réservé aux grandes entreprises? Comment ça? C'est-à-dire que quand on parle, quand tu dis le problème, c'est pas les individus qui s'enrichissent, c'est des entreprises dont l'enrichissement, qui est en fait presque un phénomène naturel, parce que c'est leur Mais toi, tu objectif. penses aux promoteurs en fait, Ben, non? je sais pas, c'est-à-dire, est-ce que, tu vois, par exemple, dans l'édition, il y a des petites maisons d'édition Hmm. indépendantes, c'est le cas des Forges, où même si on n'est pas hors du capitalisme, on essaye d'être dans de l'édition raisonnée, Hmm. de mettre en place des formes d'autocontrôle qui évitent de partir en vrille. Par exemple, on évite de faire des livres non nécessaires. Hmm. Comme disait une libraire il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'on a besoin de 7 nouveaux livres de cuisine sur les crumbles qui sortent la même semaine? Mais c'est Voilà, indispensable, David. c'est indispensable. Mais voilà, mais est-ce que un secteur industriel comme l'urbanisme, on rencontre des entreprises de taille différente, ou est-ce que le jeu est mené uniquement par des entreprises qui Non, alors, ressemblent à ces entreprises dont tu moi, parles, non, c'est-à-dire non, qui aboutissent toujours à détruire le monde? non, non, non. En fait, je trouve qu'en tout cas en France, l'urbanisme, c'est quand même quelque chose qui est déjà, qui est encore énormément géré par la sphère publique. Voilà. Et quand des promoteurs ont
ont un projet de quartier, d'aménagement, etc., il y a toujours au moins un maire qui est derrière pour contrôler. Voilà, il y a une communauté de communes, il y a une collectivité, il y a une région. Les choses se font pas de manière sauvage et dérégulée. En tout cas en Mm. France. Mm. Ça peut se faire plus probablement dans d'autres pays. On a vu par exemple en Chine qu'on pouvait raser tout un quartier parce qu'on l'avait décidé, tu vois. Enfin, Mm. il y a des choses qui se font. Je pense que si on retrace la manière dont Pékin s'est agrandi ces Mm. 50 dernières années, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus bourrin. Puis qu'on voit aussi la crise des subprimes Mm. aux États-Unis, on se rend compte qu'en France, on a quand même pas mal de garde-fous et que l'État et l'État-providence aussi a quand même joué son rôle. Et je trouve que moi, dans tous les interlocuteurs et sur beaucoup de sujets dont on parle dans la revue, je trouve quand même que la sphère publique est quand même très présente et c'est bien et c'est rassurant et que les choses se font quand même pas n'importe comment. Donc non, là, je dirais pas Mm. que... Surtout qu'en plus, c'est de plus en plus difficile pour les aménageurs et pour les promoteurs de s'imposer dans la mesure où on est dans une logique de sobriété foncière aujourd'hui. Mm. Voilà, la France est rentrée depuis une loi de 2021 dans une logique euh, où il faut de moins en moins consommer de terres agricoles. Donc, on est un peu arrivé au bout du modèle des Mm. lotissements, voilà, de ces villes qui s'agrandissent sur des espèces de petits de clones pavillonnaires un peu décriés. Et en fait, on est en train de dire il faut faire la ville sur la ville, euh, construire sur ce qu'on appelle le déjà là, c'est-à-dire investir les friches industrielles et autres, refaire des bâtiments là où réhabiliter. Alors on dit que ça coûte plus cher, mais l'idée c'est à la fois de rénover. Hein, tout le monde a entendu parler de ces histoires de rénovation thermique, les passoires thermiques, que chacun puisse. Bon, il y a des aides qui ont été un petit peu rabaissées, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais que voilà, que les gens puissent avoir une meilleure isolation thermique, moins de CO2 qui émanent des bâtiments. Et puis, voilà, on considère on s'est suffisamment étalé et que sur toutes les surfaces, je suis un peu technique, désolé, mais Mm. imperméabilisées, hein, là où on a mis Mm. du bitume, Mm. eh ben, on pouvait déjà euh, continuer, enfin repartir de cette matière-là pour faire de l'habitat ou autre chose, hein, ou de la ville, mais qu'on n'avait pas forcément besoin de s'étaler. Donc là-dedans, si tu veux, les promoteurs, les aménageurs sont pas ceux qui vont le plus s'enrichir sur ces logiques-là, quoi. Ou alors, de toute façon, il faut qu'ils changent de modèle économique. Hein, tout ça est Mm. en train d'être discuté, réimaginé. Mais non, je trouve pas que la France soit un pays où les grands méchants capitalistes de la promotion se soient emparés de la construction et des villes. Voilà, je trouve que c'est quand même, même si ça n'a pas empêché la gentrification, parce que, mais c'est Paris, tout est parti de Paris, et Paris, c'est une ville-monde. Donc il y Mm. a des forces extérieures qui rentrent en jeu, tu vois. Mm. Donc c'est encore différent. Mais voilà. Donc, bon, pour moi, le problème, c'est plus, c'est pas, ouais, c'est pas enfin, c'est comment finalement le toit des gens est devenu comment dire, un secteur de la finance. Pour moi, c'est Mm. plutôt ça le problème. C'est que à Paris, ça a commencé à Paris, mais ça a infusé sur les grandes villes ailleurs. Maintenant, c'est le cas, on le voit à Rennes, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille. Toutes les villes qui sont reliables par TGV, Mm. c'est pas un hasard. Et on voit que les Bordelais, il y a des Bordelais, des collectifs qui ont collé des autocollants partout, rentrez chez vous les Parisiens. Mm. C'est pas parce qu'ils aiment pas la tête des Parisiens, c'est juste que les Parisiens, quand ils achètent un truc, bah, ça fait flamber l'immobilier, quoi. Voilà. Mm. Parce que les Parisiens, ils ont subi la gentrification, donc ils vont ailleurs, ils vont gentrifier quelqu'un d'autre. D'abord la banlieue, la première, la deuxième couronne, puis après, ils se disent, bon, bah, je vais aller vivre à... je vais aller à Angers, de toute Et façon, je c'est comme ça qu'à télétravaille. la fin, les Bordelais, ils ont gentrifié Osgore et Lacanau, quoi. Voilà, et Parce là, qu'ils ont été chassés. tu as tout compris. Voilà. Non, mais voilà, pour moi, la logique problématique, c'est qu'on a financiarisé les habitats de plus en plus depuis Mm. le début des années 2000, quoi. Mm. Et que la conséquence, c'est que ouais, une famille peut plus se loger au centre d'une grande ville comme Paris. Ouais, c'est impossible quand vous avez un ou deux enfants, comment vous voulez, quoi. Donc, toutes ces problématiques-là, c'est plutôt ces inégalités-là qu'en fait que je suis critique. Je ne pense pas que le secteur public aurait pu
peut-être aussi agir un peu plus. Tu vois, paradoxalement, la période où Paris s'est plus gentrifié, c'était sous Delanoë. Mm. C'est là que ça a commencé, donc il était quand même un maire parisien socialiste. Et ça a continué avec Anne Hidalgo, donc ça s'est pas arrêté, tu vois. Euh, donc c'est pas les socialistes qui ont fait en sorte que Paris soit, tu vois, l'encadrement des loyers dont on a parlé, c'est arrivé très tardivement. Et bon, là, en l'occurrence, Anne Hidalgo était à la mairie, c'est vrai. Mais ça veut pas, tu vois, pour moi, ça veut pas dire que, ça veut dire que dans une ville monde comme Paris, c'est très 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 difficile de réguler, d'empêcher ce genre d'excès. Et puis il y a eu aussi un peu de, je pense, de déni de la part d'une mairie socialiste à l'époque de Delanoë, où franchement, à ce moment-là, on voyait ce qui était en train de se passer et rien n'a été fait, quoi. Enfin, à mon sens. Bon, après, ça peut être l'objet d'un autre podcast sur le fait que il y a de plus en plus de livres, romans, essais qui sont en fait une analyse post-mortem du Parti socialiste français sur le fait que d'une certaine façon, le Parti socialiste c'est parfois a parfois eu la ferveur des convertis quand il s'est converti au capitalisme, sans peut-être une forme de naïveté où il a trop aimé l'argent à un moment, où il a eu trop peur d'être socialiste. Et donc, Ah, c'est la gauche caviar dont tu parles, non? oui, C'est oui, c'est c'est ça, hein? ça. Ouais. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur les personnes qui sont aux manettes, enfin les entreprises comme des effets structurels en fait. Mais alors, quand j'y pense en fait, quand même, même si tes romans ne sont pas sur les marginaux, il y a toujours des personnages de marginaux à un moment ou à un autre. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est presque tous des sortes, c'est un peu les canaris dans la mine. C'est-à-dire que c'est un peu eux Ouais. qui nous disent. Alors pour la Pinoza, en plus, ça fait sens Oui, de oui, parler d'un bah oui, oui, canari. oui, oui, Et il y a. effectivement. Attends, j'ai un doute. C'est le vendredi après-midi, je suis fatigué. C'est pas un canari, son oiseau. C'est. Et il n'a Euh, pas d'oiseau, hein. Ah non, 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 oui, pardon. Mais Euh, non, il y a au début, le roman s'ouvre sur il y a... le vol d'une buse. Oui, c'est Une ça, buse qui pardon. survole la mine, C'est effectivement. ça, c'est ça. Tout à fait. Et une buse, c'est bien un rapace. Oui. D'accord. C'est les rapaces qu'on vend en couverture. C'est des vautours en couverture, C'est des vautours en mais couverture. à mon sens. D'accord. Mais peut-être qu'ils C'est la incarnent. métaphore qui est C'est plus. ouais, on est La plus métaphore est dans plus la forte. métaphore que effectivement. Et puis c'est toi qui m'a toujours dit, David, qu'on pouvait trahir l'esprit du texte dans la couverture pourvu que ça fasse vendre. Oui, mais attends, toi, tu viens du cinéma. Au cinéma, ça se fait tout le temps. L'affiche Ah de oui, les film. affiches, oui, oui, bah bien sûr, oui, oui. L'idée, Euh, de toute façon, Moi, quand pour- tu vois l'affiche de Star Wars, t'as l'impression que Luke et Leia, ils vont finir ensemble, hein, quand même. ouais, bah ouais. En fait, ils sont frères et sœurs. Voilà. Ah pardon, je vous ai spolié. Vous l'aviez pas vu. Mais oui, oui, bah c'est très bien, très belle couverture. Merci Elena Vieillard, encore une fois, hein, d'ailleurs. Mhm. Mais oui, le canari dans la mine, je trouve que c'est effectivement une belle analogie. Ouais. C'est ça. Peut-être que mes personnages, oui, enfin, je Ça sais, dit d'une certaine façon, ton héroïne aussi, alors qui pour le coup, c'est pas une marginale, pas du tout. elle est très intégrée, Oui, bah, elle va quand même se marginaliser, oui, au sens où elle va franchir le Rubicon. C'est pour oui, ça que le roman s'appelle Sortir du rang. tout à fait. Voilà, C'était ça l'objet de notre c'est ça, brainstorming c'est ça, c'est à ça, c'est ça. l'origine qu'on a trouvé le titre. Mais Mais effectivement, ouais. mm, Bah oui, elle est beaucoup plus intégrée, mais bon, en fait, la société pour laquelle elle travaille réussit comment dire, à dépasser son seuil de tolérance. mm, Effectivement, on comprend au fur et à mesure du roman que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est pas une révolutionnaire. non, pas du tout, hein, c'est Mm, quelqu'un qui était dans un poste de pouvoir confortable, avec mm, des possibilités. Elle l'explique à un moment, hein, je ne vais pas spolier, mais on comprend que voilà, mais la prise de conscience, ça a été que ce sur quoi elle est tombée, ça allait trop loin en fait pour mm, elle, intimement. Ça a heurté quelque chose en elle qui l'a fait complètement switcher en fait. mm. Voilà, en Et une ça, c'est minute. quelque chose en plus qui réapparaît d'une certaine façon deux fois dans le roman. C'est-à-dire que le roman est un montage parallèle avec l'histoire de ce maquis, de ce haut lieu de la résistance. Et donc, dès qu'on pose la question de la résistance, on pose la question du moment où les gens se disent ça va trop loin. C'est ça, Hein. exactement. Ouais. Et la deuxième question, mais qui est plus une question thématique,
qu'il appartiendra aux lectrices et lecteurs de s'approprier, c'est quel est, eux, leur seuil de tolérance. À Mmh. partir de quel moment faudra-t-il qu'ils sortent eux-mêmes du rang? C'est ça. C'est une question qu'il faut se poser, que je me pose souvent. Moi, j'ai Mmh, pas l'impression, enfin, j'ai pas le sentiment, d'être sorti du rang, tu vois? mmh, J'essaye, j'ai fait des tentatives, comment dire, de projets un peu alternatifs, dans ma vie. J'ai tenté des choses qui justement pour moi étaient de l'ordre de sortir du rang, ouais. mmh. Je dis pas que j'ai, vécu dans un squat de punk, heu, en grande banlieue, je dis pas ça, mais, j'ai tenté des trucs qui pour moi me nourrissaient, sur un mode alternatif un peu, socialement. Mmh. Mais, je me demande toujours effectivement, j'essaye modestement de mettre des petits ingrédients dans mes bouquins ou des éléments peut-être un peu subversifs, peut-être un peu, voilà, qui parleront pas à des gens, j'en sais rien, mais pour moi, c'est ma manière d'apporter ma très, 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 très petite modeste pierre à l'édifice, mais toujours le sentiment que c'est pas assez, qu'on est quand même globalement dans une logique très ronronnante en attendant la fin du monde, quoi. Et c'est vrai que tous mes bouquins parlent un peu de la fin du monde ou la fin d'un monde d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, à un moment, peut-être peut-être que je me demande s'il n'y a pas un truc plus, comment dire, plus concret à faire. C'est souvent la Mais question. cela dit, tes romans sont jamais des récits, des recueils de recettes sur Les brownies? comment faire, Ah non, les crumbles, pardon. comment, comment sortir du rang. Voilà, mais d'une certaine façon, les deux personnages principaux de Sortir du rang, c'est ce survivaliste qui, lui, d'une certaine façon, est sorti du rang. Ah, lui, totalement, Et lui. lui, il a marché dans la bouse pendant des centaines de kilomètres, loin du rang, voilà. Et elle, il y a un moment où elle atteint le point limite. Hmm. Et en fait, je me demande si en fait tes romans, c'est pas des romans plutôt sur le point limite. C'est-à-dire pas dire aux gens, il faut toujours sortir du rang, mais dire aux gens, soyez conscients qu'à un moment, il faut être capable de sortir du rang si ça va trop loin, en fait, hein. Ou si on vous impose quelque chose. C'est... je sais pas si tu vois ce que je veux Peut-être, dire. ouais, 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 peut-être qu'inconsciemment, il y a un peu de ça. Après, C'est-à-dire le risque dans la société contemporaine, moi je le vois très bien sur le, le glissement d'une partie de la société vers le fascisme ou le néofascisme. C'est à quel moment tu fixes un point limite en fait. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même point limite. Parce que certains disent non, non, mais c'est juste un geste d'enthousiasme. Et d'autres disent c'est vraiment bizarre comme geste d'enthousiasme. bah, justement, tout à l'heure, là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a un congrès, enfin, il y a eu un congrès, euh, Ah, le congrès CIPAC aux voilà, États-Unis, aux avec États-Unis. Steve Et Bannon. Steve Bannon a reproduit le geste Ouais, ouais. d'Elon Musk, qui est cette espèce de salut nazi déguisé. Mhm. Bon, il y a un débat sur salut nazi, pas salut nazi, mais là, je me suis dit, attends, il est en train de reprendre. Ah, mais là, il l'a Bannon validé, en reprend le fait. truc, donc en fait, on Ah, pourrait s'attendre dans les jours qui viennent à ce que ce faux salut nazi soit une sorte de signe de ralliement, oui, oui. puisqu'il est en train de faire école. Mhm. Donc, à partir du moment où, même si c'est un faux salut nazi, il devient un signe de ralliement à Mhm. des gens comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouveau mouvement Mhm. néo-nazi qui ne dit pas son nom, ou proto-néo-nazi, je ne sais pas comment l'appeler, quelque chose qui... Parce que l'histoire se répète pas, faut pas dire ça, c'est pas vrai. L'histoire, elle mute. Mhm. C'est-à-dire qu'elle reprend des éléments du passé, mais elle en fait autre chose. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer, c'est que on va peut-être avoir aux États-Unis un mouvement. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, les gens vont se saluer en levant le bras sur le côté, comme avant, se saluer en levant le bras bien devant, droit devant. À Munich en 33, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on est en train d'assister à ça, ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste deux connards tarés qui ont fait ce geste et qu'on va en rester là. Peut-être pas. Mais on est effectivement, tout ça pour dire qu'on est à un point limite, ouais. Mhm. Là-dessus, on est clairement à un point limite. Ah, mais moi, voilà, pour parler de sortir du rang et du point limite, je... il y a quelque chose que moi, je fais toujours, mais je pense que c'est une question de tempérament, même si j'essaye de rationaliser la chose, c'est que j'aime bien me faire l'avocat du diable.
en privé, pas en public. Mais j'essaye de me dire, ah, on vit en collectivité, en communauté, il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et, et en fait, moi, je n'arrive plus à être l'avocat du diable. C'est-à-dire que j'ai aucune envie d'essayer de comprendre Elon Musk. Ou plutôt, j'ai compris, je pense. Et ça, j'ai aucune envie de défendre d'une façon ou d'une autre. Mais par exemple, je pense que sortir du rang, c'est que avec la plus grande charité interprétative pour moi, c'était quand même très difficile de ne pas voir dans le salut du geste d'Elon Musk un salut nazi. C'était dur de ne pas le voir. Mais là, le fait que derrière, il y a Steve Bannon qui refait ce geste, c'est pour moi l'aveu explicite que le signe initial et leur signe, c'est un signe nazi en fait. Ils l'ont fait basculer. Mais ça me fait penser à quelque chose. Alors, c'est une question qui peut sembler un peu technique, mais qui moi m'intéresse. C'est qu'en fait, c'est une technique de communication de l'extrême droite et de l'ultra droite. C'est une sorte de whistleblowing. Non, pas whistleblowing, comment ça s'appelle? C'est en fait un signe de reconnaissance qui ne dupe personne. C'est-à-dire, Oui, d'accord. par exemple, les néo-nazis utilisent souvent, surtout aux États-Unis, le nombre 14, parce qu'il y a 14 mots dans une de leurs professions de foi, et voilà. D'accord. Ça, Oui, ou comme voilà. quand les communistes s'appellent camarades. Oui, Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on sait très on bien sait ce que très ça bien veut ce que ça dire, veut dire et pourquoi. et voilà. Mais est-ce que toi, par exemple, t'as pas l'impression que les journalistes, ce qui est toujours délicat pour eux, Mhm. c'est qu'en fait, on vous prend un peu pour des idiots, mais vous êtes dans une situation difficile, c'est-à-dire que vous avez face à vous des néo-nazis ou des gens d'extrême droite qui utilisent des codes qui ne trompent personne, mais si vous leur dites si, c'est nazi ce que vous faites, ils vont Mhm. dire non, c'est vous qui surinterprétez. Je sais Ouais, pas, ouais, ouais, tu vois ouais, ce oui, je type vois de ce que tu veux difficulté? dire. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est à la fois un piège idiot, mais c'est un piège qui peut fonctionner parce que si ça rejoint une discussion qu'on a déjà eue, alors malheureusement en antenne, sur le rôle de la vérité dans le journalisme, sur le fait que Oui, oui, non, mais il y a rétablir les droits du journalisme, c'est de rétablir le journaliste comme celui qui établit des Non, mais faits, en fait. les droits des journalistes, ils sont pas destitués, il n'y a pas besoin de les rétablir, il Mm. suffit juste de s'en emparer ou pas. Mm. En fait, quand il y a des personnes ou des groupes ou des partis, peu importe, des entités qui sont soupçonnées ou qui sont convaincus de fascisme, hein, on va dire ça Mm. comme ça, ou d'autres choses, c'est parce qu'il y a eu des enquêtes derrière, c'est parce qu'il y a des médias qui ont pignon sur rue, qui ont enquêté pendant des mois et qui ont démontré par A plus B, preuve à l'appui, que telle ou telle personne était effectivement d'obédience fasciste, nazie, je ne sais pas, nationaliste, patriote, peu importe. Et ça sort pas du chapeau, Mm. parce qu'il y a un travail, parce que le travail journalistique, il existe encore. Enfin, il n'a pas disparu et il est peut-être malmené, mais il existe toujours. Et en fait, après, c'est aux gens de se responsabiliser Mm. et de prendre les informations là où elles sont. Voilà, c'est tout en fait. Il y a un moment, il faut en appeler aussi à la responsabilité individuelle. Si tu veux te mettre devant CNews toute la journée, c'est ton problème, tu as le droit, hein. Mm. Mais est-ce que tu seras responsable? Tu seras responsable. euh, Peut-être un moment, tu seras comptable de ce qui se passe dans ton pays. Parce que tu n'as même pas eu. Alors que tout le savoir et toute l'information du monde est sur ton ordinateur, hein, tout le monde a la fibre aujourd'hui, pratiquement, ou sur ton smartphone, tu n'as même pas eu la curiosité intellectuelle d'aller voir si quelqu'un disait le contraire ou avait un discours plus nuancé ailleurs. Donc en fait, plus personne n'a d'excuses aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de réalité ou de vérité, parce que la vérité, c'est quelque chose de subjectif, mais les faits, par des gens qui sont des professionnels, que ce soit Le Figaro, Le Monde, Libération, peu importe les obédiences politiques, les tendances politiques des médias, et il y en a plein d'autres, hein, je cite les principaux, voilà, c'est un peu l'exemple d'Épinal, voilà, droite, centre, gauche, etc. Euh, les faits, ils sont là, ils sont disponibles gratuitement. Donc, en fait, si vous avez, si vous voulez pas voir les choses, posez-vous des questions, en fait. Peut-être qu'en fait, vous aimez bien qu'on vous flatte les bas instincts et en fait, que l'information que vous voulez recevoir est juste celle que vous voulez entendre et que on dit toujours de plus en plus qu'il n'y a plus la place pour le contradictoire. Bah, je pense que c'est des comportements individuels. Le contradictoire, il est là, puisque toutes les opinions en France sont encore représentées. Et à tel point qu'on permet même aux gens d'extrême droite de s'exprimer et d'être dans les urnes. Donc c'est bien que la France est quand même une république en relativement bonne santé.
On permet à tout le monde de s'exprimer, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, la formation d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, elle est disponible gratuitement. Hein. Donc, à un moment, je pense que la responsabilité, elle est individuelle. Alors, peut-être qu'après, les pouvoirs publics n'ont pas assez fait leur travail pour inciter les gens, je ne sais pas. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'éducation aux médias. Je pense que l'éducation aux médias devrait se faire à l'école, au même titre que l'éducation sexuelle et que l'éducation civique. Voilà. Je pense que ça en fait partie. Il y a déjà des programmes un peu comme ça, mais il faut intensifier ça. Il faut intensifier. Et pour revenir à ce que tu disais, voilà. Je pense pas que. Oui, il y en a qui font ça au nez à la barbe des journalistes, comme tu le disais. Genre non, c'est pas un salut nazi, c'est un autre truc, mais en fait, les gens déjà ont leur esprit critique, les gens ont accès aux informations. Je pense que à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités, quoi. Enfin, on est dans une Oui, société individualiste, bah, que l'individu prenne ses responsabilités. non, non, mais oui, aussi, j'y pense en t'écoutant reformuler ce que je disais, que c'est très naïf, voire bête de ma part de formuler la chose comme ça, parce que je me dis, ça sert à rien d'essayer de convaincre la personne la plus opposée à nous. En fait, dans une démocratie, il faut parler à la majorité des gens, et la majorité des gens ont accès à l'information, ne sont pas complètement braqués non plus, c'est-à-dire que peuvent effectivement s'instruire, se documenter et déterminer par eux-mêmes leurs limites et donc le moment où il faut sortir Sortir du du rang. rang. Tadam. Tout, tout, tout. Ah, ils Enfin, sont forts. c'était super fort, mais j'aurais pas dû faire la musique là. Là, le jingle Mais à la, c'est bien, bruité c'est à bien. la bouche, c'était trop. Bon, David. Rodolphe, c'était passionnant. Bon, écoute. Merci beaucoup d'être venu nous Merci à voir. toi pour cette invitation. Aux éditions Aux Forges de Vulcain. Nous étions le vendredi 21 février 2025 ouais. et le vendredi 7 mars 2025 Oui, sortira ton nouveau et quatrième roman, oui. Sortir du rang. Merci beaucoup. Merci David.